Salut tout le monde, je suis un peu moins malade mais toujours plus cerné et aujourd'hui on se retrouve pour mes conseils bivouac pas comme les autres. Pourquoi pas comme les autres? Parce que je pratique la montagne autrement que la plupart des gens. L'obsession principale de beaucoup, c'est la chasse au kilo, l'ultralight. Être le plus léger possible pour aller le plus vite possible. Mais pour moi, la montagne n'est pas une course, c'est une aventure. Alors, contre la mode de l'ultralight, je vous propose ma vision, l'ultra lourd. Avant de vous donner mes conseils pour vivre une expérience bivouac dont vous vous souviendrez, voyons les différents avantages de chacune de ces visions. L'avantage de l'ultralight, c'est la vitesse. Mais la contrepartie, et l'avantage de l'ultra lourd du coup, c'est l'autonomie. En effet, en ultralight, j'aurais jamais pu rester plusieurs semaines en altitude sans descendre dans les vallées pendant ma traversée des Pyrénées. Il a fallu que je parte lourd pour avoir autant d'autonomie et pouvoir me couper du monde. Ensuite, on entend souvent que vitesse égale sécurité. En allant plus vite, on peut redescendre plus vite, se mettre à l'abri en cas d'orage ou redescendre avant la nuit plus vite. Mais en chassant les kilos et en éliminant les au cas où, les ultralight partent souvent sans le matériel de soins et de secours nécessaire. Je vous conseille d'avoir une vraie trousse de secours, même si on ne s'en sert jamais, jusqu'au jour où elle peut nous sauver la vie. C'est pour ça que l'ultra lourd rime avec sécurité. Enfin, et c'est pas un avantage mais un défaut, l'ultralight rime souvent avec matériel cher et dernier cri, faisant de la montagne une activité élitiste, de riches et un luxe. Mais moi, je suis pour que la montagne soit accessible à tout le monde. Le matos lourd est souvent moins cher, mais il fait le taf. Et ce qui compte dans le matériel, c'est plutôt son utilité. Par exemple, ma tente et mon sac, premier prix, je les ai depuis plus de 6 ans. Et ils font toujours très bien le boulot. Et puis l'ultralight a ses limites. Justement, en parlant de la tente, j'en ai eu deux. Une premier prix et une plus chère et plus légère. Mais il s'avère que la premier prix résiste mieux à l'eau. Et la plus légère est imperméable jusqu'à une certaine limite, et lorsqu'il y a de trop fortes pluies, elle prend l'eau. Maintenant, je vais essayer de vous partager quelques conseils pour une expérience bivouac réussie, et je vais essayer de regrouper ces conseils en 3 catégories. La première, sur le squat. La deuxième, sur les habits et le matériel. Et la troisième, sur l'eau, l'alimentation et l'hygiène. Et en bonus, on verra des petits conseils pour ce qui est de la peur. Car j'ai entendu que ce qui freine beaucoup d'entre vous de partir à l'aventure pour un premier bivouac, c'est la peur. En premier, le spot tout d'abord. Premier conseil, je vous conseille d'avoir des cartes et des cartes papier. Mes potes se moquent bien de moi lorsque je déballe mes cartes, mais on est bien content de les avoir quand on n'a plus de batterie, et elles permettent de mieux appréhender la topographie du lieu et les reliefs. Que ce soit sur place ou avant, lorsqu'on prépare une sortie, je regarde toujours sur la carte par où je vais passer, à quoi ressemble le lieu, les alentours. Et ça me permet d'avoir une idée assez précise du lieu et des reliefs. Et une fois sur place, je m'y repère beaucoup mieux. Ça permet de savoir s'orienter, ou en tout cas, pour ceux qui sont nuls à ça, s'améliorer en orientation. Ce qui nous emmène au deuxième conseil, l'orientation du spot. Je vous conseille une orientation plutôt est pour avoir le soleil qui tape le matin. Que ce soit pour faire sécher les affaires mouillées, ou tout simplement pour réchauffer la tente. Parce qu'en altitude, il fait souvent froid. Et avoir les premiers rayons du soleil qui tapent sur la tente, c'est appréciable et ça permet parfois de sortir plus tôt. Ça m'est arrivé de rester plus longtemps dans mon duvet parce qu'il faisait trop froid pour sortir et attendre que les premiers rayons réchauffent un peu l'atmosphère. Je vous conseille donc d'être orienté à l'est, mais je dirais même à l'est ou à l'ouest. Comme ça, vous pourrez profiter du lever de soleil ou du coucher de soleil. Et c'est mon grand kiff. C'est mon grand kiff de ouvrir la toile et avoir une vue magnifique. C'est pour ça que je privilégie la vue au confort. J'ai rencontré des randonneurs et bivouaqueurs qui choisissent leur spot de bivouac selon 2 critères. Avoir un terrain plat et des herbes hautes. Comme ça, on ne glisse pas dans la tente pendant la nuit et les herbes hautes permettent que ce soit confortable sous le dos. Mais pour moi, bien dormir sur un endroit plat et confortable, c'est un luxe que je retrouve en rentrant à la maison et ce n'est pas pour ça que je vais bivouaquer. Même si souvent je suis en pente, ça glisse, j'ai des cailloux dans le dos, les hanches. Comme je disais, mon grand kiff c'est d'ouvrir la tente et d'en prendre plein les yeux. Et c'est pour ça que je vais en bivouac. C'est vraiment un sentiment incroyable d'avoir sa fenêtre de tente qui donne sur des vallées, des montagnes et des décors splendides. Et pour ce qui est des cailloux ou des bosses dans le dos, souvent je mets mon pull sous ma hanche ou à l'endroit où il y a un caillou.
Enfin, même si en étant plus haut on a une plus belle vue, je vous conseille de ne pas être trop en altitude et pas être dans un endroit trop isolé. Déjà pour les orages, parce que le temps change vite et les orages arrivent très vite en montagne. Et pour avoir été bloqué pendant 2 jours dans la tente au même endroit, je vous assure qu'on est content de ne pas être monté plus haut poser sa tente et de ne pas être trop isolé lorsque la foudre frappe pas loin. Et ça permet aussi d'avoir des températures un peu plus cool et d'être plus protégé contre le vent, parce que le vent aussi peut souffler très fort. Enfin, je vous conseillerais, même si je l'ai souvent fait, de ne pas être trop près de cours d'eau ou de lacs. Il y a un risque qu'ils débordent lors des fortes pluies. Ensuite, ils nous amènent plein de moustiques. Et surtout, il y a une plus forte condensation dans la tente. Et c'est très désagréable de se réveiller pendant la nuit ou au matin avec la condensation qui nous goutte sur le front. Bon, voilà pour ces conseils sur le spot. Maintenant, voyons tout ce qui concerne les habits et le matériel. La base, c'est une couverture de survie et une frontale. Même lorsque vous n'avez pas bivouaqué d'ailleurs, ça peut vous sauver la vie. Pour ce qui est des chaussures, je déconseille les chaussures de trail et je recommande des chaussures de randonnée montantes. Avec du poids sur le dos, il vaut mieux avoir les chevilles bien tenues et c'est tout autant appréciable sur les chemins accidentés. Ensuite, je recommande comme beaucoup le système 3 couches. Une première couche respirante qui évacue la transpiration, une deuxième couche isolante qui nous garde au chaud et nous protège du froid, et une troisième couche imperméable qui nous protège de la pluie mais aussi du vent. Concernant ces différentes couches ou même n'importe quel habit que l'on prendrait en montagne, je déconseille le coton. Il est très dangereux et plusieurs hypothermies ont été recensées à cause du coton. Parce que le coton absorbe l'humidité, donc il retient l'eau et nous garde au froid. Parce que la sueur au début est chaude, mais puisqu'elle n'est pas évacuée comme à travers une matière respirante, l'eau reste contre nous, devient froide et fait baisser la température du corps. Je recommande plutôt des matières synthétiques ou alors de la laine comme la laine de mérinos, qui est assez respirante et en plus limite fortement les odeurs. Donc que ce soit t-shirt mais aussi caleçon, chaussettes, pull, pantalon, évitez le coton. Par rapport justement au risque d'hypothermie, les parties qui se refroidissent et du coup se réchauffent le plus vite sont les extrémités. La tête, les mains et les pieds. C'est pourquoi si vous avez froid ou si vous voulez vous réchauffer, plutôt que d'ajouter 2 pulls, 2 vestes, il vaut mieux rajouter un bonnet, des gants, des chaussettes. Enfin, je vous conseille aussi de vous déshabiller pour dormir. J'ai des potes qui n'arrivent pas à le faire et préfèrent dormir habillés. Mais même si c'est dur de se déshabiller le soir en montagne et qu'on a froid au début, il vaut mieux être déshabillé. Car à torse nu, dans le duvet, notre peau va réchauffer tout l'air à l'intérieur du duvet et après on va plus avoir froid. Contrairement à si on a des habits, on va avoir chaud dedans, transpirer, la transpiration va refroidir et finalement on va juste être mouillé et avoir encore plus froid. Attention tout de même si vous ne vous endormez pas à cause du froid. C'est peut-être que vous êtes proche de l'hypothermie. En effet, le corps aime bien lorsque la température descend un peu pour s'endormir. Mais si la température descend trop, votre corps, par instinct de survie, ne vous laissera pas dormir. Alors s'il fait vraiment trop froid pour que vous vous endormiez, rajoutez un leggings, un t-shirt en synthétique ou en laine de mérinos, mais n'ayez pas trop de couches, ne gardez pas votre pantalon, etc. Aussi, vous pouvez mettre votre t-shirt et vos chaussettes dans votre sac de couchage pendant la nuit. Parce que comme je l'ai dit, vu que votre corps va chauffer l'intérieur du sac de couchage, ils seront au réveil secs, parfois chauds, et en tout cas pas aussi gelés que s'ils étaient restés à l'extérieur du sac de couchage, même dans la tente. Certains mettent même leurs chaussures dans leur sac de couchage, mais j'avoue que je suis pas fan de ramener plein de terre dans le sac de couchage, sauf évidemment lors de bivouac en hiver, lorsqu'il est vital de ne pas avoir des chaussures froides et trempées à mettre le matin. Aussi, je vous conseille toujours d'avoir une deuxième paire de chaussettes avec vous et de changer celle que vous avez au pied dès que vous sentez qu'elle commence à être trop mouillée. En cours de marche, il m'arrive de faire des pauses, surtout en plein été, pour changer mes chaussettes. Parce que c'est avec l'humidité, la chaleur et le frottement que se créent les ampoules. Aussi, il vaut mieux perdre 5 minutes et s'arrêter changer de chaussettes plutôt que d'avoir des ampoules et de devoir arrêter un périple. Je crois que c'est vraiment mon meilleur conseil si vous voulez marcher sur plusieurs jours, c'est de changer de chaussettes régulièrement. Vu que je parle de marcher en été, j'ai sur moi un pantalon qui se transforme en short. Mais j'avoue que je le mets rarement en short et que je ne mets pas de short lors de mes randos.
Même si on a un peu plus chaud, encore que certains pantalons sont légers et respirants, je mets toujours des pantalons longs, et cela pour éviter les tiques. Comme il y a souvent des herbes hautes en montagne, le meilleur moyen de ne pas attraper de tiques, c'est encore d'avoir le combo pantalon long et les chaussures montantes. Passons maintenant au matos qui n'est pas indispensable, mais pour le plaisir. Et parce que c'est important de se faire plaisir en montagne. D'abord les panneaux solaires et la batterie externe qui permettent d'appeler ses proches si besoin, et aussi pour les personnes comme moi qui aiment faire des photos, d'avoir toujours un peu de batterie pour faire des photos ou des vidéos. Du coup il y a évidemment du matos photo qui certes prend du poids mais est un réel plaisir pour ceux qui font de la photo lorsqu'on est en montagne. Déconseille cependant le trépied qui est lourd et encombrant, sauf si on en a besoin pour certaines poses longues comme pour photographier les étoiles ou même certaines vidéos ou la photo animalière. Aussi, on se moque de moi pour ça, mais j'emporte quasiment tout le temps avec moi un livre. Moi j'ai mes carnets en plus pour écrire, mais j'emporte toujours avec moi un livre. Alors on me dit qu'un livre c'est du poids pour rien, mais si on est bloqué dans la tente et qu'il pleut, pour attendre que la pluie passe, ça peut être vraiment super de bouquiner. Ou même le soir, lorsqu'il fait nuit tôt et qu'on veut rester éveillé et attendre pour voir les étoiles, avoir un petit bouquin, c'est vraiment agréable. Attention cependant à ne pas passer à côté de son expérience à cause de tous ces petits plaisirs. En effet, il vaut mieux pas avoir non plus trop de plaisir et de distraction afin de pouvoir s'imprégner du décor, des bruits, de l'ambiance et vraiment profiter à fond de son expérience en montagne. Enfin, passons à la troisième partie, tout ce qui concerne l'eau, l'alimentation et l'hygiène. Pour filtrer l'eau, je vous conseille soit des pastilles, attention, c'est pas hyper bon pour la santé, mais c'est en cas d'urgence, ou une paille filtrante. Même si personnellement j'ai rarement été à sec d'eau, il y a souvent des sources ou des alpages. Ça m'est arrivé quelques fois et croyez-moi, ça sauve la vie d'avoir de quoi filtrer une eau non potable, voire de boire dans l'égout. Sinon, et moi je le fais souvent, on peut boire dans les sources. Alors attention toutefois à vérifier qu'il n'y ait pas de pâturage plus haut, parce que du coup il y aurait les bêtes qui font leur déjection et qui peuvent polluer l'eau et nous donner de graves maladies. Donc attention à ce qu'il n'y ait pas de bêtes plus haut, et même plus généralement essayer de boire les sources le plus haut possible, pour pas qu'il y ait non plus d'animaux morts plus haut qui coulent dans l'eau. Et aussi de trouver vraiment là où sort la source et pas prendre une eau qui est ruisselante. Vous le verrez, lorsqu'elle sort de la source, elle est beaucoup plus fraîche. Il y en a sinon qui font bouillir l'eau, et c'est une bonne manière de rendre l'eau potable, mais on n'a pas toujours de réchaud avec moi, et c'est mon conseil suivant. En ce qui concerne l'alimentation, donc, pour moi, le réchaud n'est pas un essentiel à avoir. Un peu comme le matelas. Perso, j'ai un tapis de sol tout fin qui me sert juste à m'isoler thermiquement du sol. Mais j'ai pas les matelas qui prennent de la place, du poids, il faut les gonfler. Et comme dit avant, pour moi, un bon matelas, c'est un luxe que je retrouve en rentrant à la maison. Donc le réchaud, moi j'en prends uniquement ou presque uniquement lors de mes sorties en hiver. Parce que là c'est bien utile de se réchauffer avec une boisson chaude. Et en plus on a de la neige à dispo qu'on peut faire fondre et pas taper dans nos ressources d'eau. Mais sinon je n'en prends quasiment jamais en été et encore moins pour mes longs treks parce que ça prend de la place, du poids. Si on part plusieurs jours il faut trouver des recharges. Donc déjà on n'en trouve pas partout et si on en prend d'avance ça veut dire qu'on prend encore plus de poids et de place dans le sac. Et surtout ça utilise nos réserves d'eau parce qu'en bouillant l'eau on en perd quand même et puis même on va utiliser beaucoup d'eau pour se faire un thé ou pour se faire à manger, là où garder un peu d'eau pour s'hydrater c'est vital. Donc les boissons et les repas chauds c'est quelque chose qui pareil pour moi est du confort et que je retrouve en rentrant chez moi. La lumière s'est éteinte, je vais la recharger. Bon, c'est la troisième fois que je recommence. Hier, j'ai pas eu assez le temps parce que je tourne ça à ma pause. Là, j'ai la batterie qui s'est éteinte et maintenant, c'était la lumière. Bon, j'ai 10 minutes pour finir et après, il faut que j'y retourne. Donc, on espère que ça va tenir. Allez, donc, je crois que j'en ai fini avec le réchaud, mais je disais que c'est un luxe que je retrouve à la maison. Du coup, ce que je prends le plus souvent avec moi pour manger en bivouac, c'est des noix, du fromage, parfois du saucisson, des fruits secs, de la semoule que l'on peut gonfler à l'eau froide. C'est un peu moins bon, mais ça fait le taf. Et surtout, c'est un aliment sec qui prend pas beaucoup de poids. Et enfin, je prends toujours avec moi du miel. Ça aromatise justement la semoule froide un peu dégueu. Ça remplace du sucre. On peut en manger si on a besoin d'un peu de glycémie. Et c'est un très bon cicatrisant.
C'est vraiment multifonction le miel et en plus c'est trop bon. Je prends aussi toujours, pour mettre toute ma nourriture dedans, un sac étanche où il y a une petite molette pour mettre sous vide. Ça permet d'avoir sa nourriture compactée, pas que ça prenne trop de place. Et surtout, ça empêche les odeurs et du coup, ça évite d'attirer les animaux. Lorsque j'ai fait ma traversée des Pyrénées, au bout de la première semaine, j'ai croisé un gars qui m'a raconté qu'il avait sa bouffe dans son sac, dans sa tente, mais pas dans un sac étanche. Et le premier soir, il y a un renard qui est venu et qui a déchiré sa tente. Donc voilà, ça peut être bien utile et je vous recommande vraiment de prendre un sac comme ceci. Ensuite, je prends toujours avec moi un sac poubelle. Ça permet de ramasser ses déchets, mais aussi ceux qu'on croise sur la route. Alors ça pue quand on trimballe son sac poubelle avec nous sur le sac ou dans le sac, mais on s'en débarrasse très vite lorsqu'on retourne en ville et ça permet de rien laisser là-haut. En parlant de ramasser ses déchets, il y a quelque chose que peu de gens font, mais c'est bien de faire un trou là où on fait caca. Parce que donc on fait un trou, on fait ses besoins et on recouvre un peu le trou avec la terre. Parce qu'au fait, il y a des bactéries anaérobiques qui vivent sous la terre et pas à l'air, qui décomposent plus rapidement nos excréments par rapport à s'ils sont juste en surface comme ça. Et en plus, lorsqu'ils sont en surface comme ça dégage une forte odeur et ça dérange vraiment la faune. Pourquoi ? Parce que les animaux ont leur territoire et des déjections humaines peuvent leur faire penser qu'on est sur le territoire et que ce n'est plus le leur. Ils vont donc partir vers d'autres territoires et ça met leur vie en danger. Enfin, et c'est quelque chose sur lequel je tiens à appuyer parce que je vois plein de gens sur les réseaux mettre des photos ou des vidéos où ils nagent dans les lacs de montagne. Les lacs de montagne ne sont pas des piscines, ce sont des vrais microcosmes, des petits écosystèmes à eux tout seuls qui contiennent toute une vie bactériologique et d'animaux. Et ces écosystèmes sont dérangés, voire tués par ce qu'on laisse dans l'eau. La crème solaire est très toxique pour tout ce qui vit dans l'eau, mais aussi tout simplement le savon ou notre odeur et tout ce qu'on dégage. Si ça suffit pas à vous dissuader, déjà vous êtes un peu égoïste et vous n'aimez pas beaucoup la nature. Mais sachez aussi que dans les lacs de montagne, surtout l'été lorsqu'il fait chaud, c'est là que les gens s'y baignent, se développent des cyanobactéries qui sont dangereuses pour l'homme et mortelles pour les animaux, comme nos amis à quatre pattes. Mais si malgré tout ça vous voulez vous baigner ou vous avez besoin de vous laver, des fois quand on marche plusieurs jours on n'a pas trop le choix, baignez-vous loin des points d'eau et dans une eau courante. Et putain de Bon, il me reste vraiment plus grand chose pour finir la vidéo et après il faut vraiment que j'y aille, donc j'ai pas le temps de recharger ma lampe, je vais vous la finir comme ça. Excusez-moi quand je vous disais que tout n'est pas parfait. Ensuite, je vous conseille toujours de prendre de la crème solaire parce qu'en altitude, le soleil tape plus fort et est vraiment dangereux pour la peau. Plus, on peut attraper des insolations et croyez-moi, avoir une insolation et être KO en montagne en se réveillant d'un bivouac, c'est vraiment pas marrant. Enfin, mon dernier conseil et qui permet peut-être un peu de protéger les écosystèmes que sont les plans d'eau, mais c'est aussi un outil multifonction, je vous conseille de prendre du savon d'Alep, que ce soit pour faire votre lessive, toujours loin des plans d'eau et dans de l'eau courante. Vous lavez et aussi donc le savon d'Alep il permet de faire la lessive, c'est un savon et on peut aussi se brosser les dents avec, il remplace le dentifrice. Donc ça n'est pas très bon mais ça fait le taf, ça permet de prendre juste un petit carreau de savon pour faire ces trois choses et il a un pH neutre donc c'est bon pour la peau et c'est meilleur pour l'environnement. Bon, j'aurais encore d'autres conseils à vous donner je pense mais on peut pas tout mettre dans une vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions, je pourrais y répondre. Et enfin, du coup, je vais vous donner mes conseils bonus. Donc, pour ce qui est de la peur, parce que beaucoup de gens aimeraient faire des bivouacs mais n'osent pas se lancer car ils ont peur. On a peur des bruits, du noir, d'être tout seul, de ce qui pourrait arriver. Et ce qui pourrait arriver, du coup, c'est notre imagination qui nous fait peur. Et c'est vrai que la première nuit en montagne, souvent on ne dort pas très bien. On entend tous les bruits de la nature, des animaux, on ne voit pas, du coup on imagine et souvent c'est assez stressant et on passe pas une très bonne première nuit. Mais une fois que la première nuit en montagne elle est passée, on se rend compte que il ne s'est rien passé, les animaux ne nous ont pas attaqués, le bruit qu'on croyait de quelqu'un s'approcher c'était juste le vent dans les feuilles. Et après on recommence et on a beaucoup moins peur et on passe de meilleures nuits. Donc mon conseil pour ceux qui ont peur d'aller bivouaquer, c'est un peu bête mais c'est d'y aller, se lancer, faire le premier et après vous verrez, vous aurez beaucoup moins peur. Aussi, pour les bruits, certains mettent un casque avec de la musique ou un casque insonorisant la nuit
Moi je vous le déconseille parce que s'il y a vraiment quelqu'un ou quelque chose qui approche de votre tente, vous ne l'entendrez pas. Et du coup, il vaut mieux, quitte à psychoter un peu, entendre ce qui se passe autour de nous. Et à savoir, le meilleur remède contre la peur et pour bien s'endormir en bivouac, c'est tout simplement la fatigue. Quand on a marché beaucoup avec beaucoup de poids sur le dos, qu'on est épuisé, qu'on vient de manger, en plus qu'on est en digestion, croyez-moi, lorsqu'on est rincé, on s'endort très vite, même dans des endroits pas confortables et même avec du bruit autour. Enfin, en dernier petit conseil bonus, après avoir fait votre premier bivouac, je vous recommande une autre expérience, c'est une première nuit à la Belle Étoile. Donc cette fois sans tente, pensez bien toujours à la couverture de survie, avoir un bon duvet, un tapis de sol, voire un matelas pour s'isoler du sol. Et là vous allez voir les étoiles apparaître devant vos yeux. Et si vous vous réveillez pendant la nuit, vous allez voir ce ciel étoilé. Certains disent qu'il y a des hôtels 5 étoiles au maximum, mais que les bivouacs, c'est des hôtels 10 000 étoiles, voire plus. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, en aidera certains à se lancer et à faire leur premier bivouac. Voilà, je pars souvent avec pas mal de matos, du matos lourd, même si on a vu, je prends pas tout ce qui est au niveau du matériel de confort. Mais voilà, je vous recommande quand même de partir avec le matériel qu'il vous faut, quitte à être moins rapide, mais à profiter pleinement de cette expérience et à être coupé du monde, mais proche de la nature en montagne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. La prochaine sera sur mes conseils pour randonner avec son chien. Je vous prépare ça très vite et prenez soin de vous.